Nous pouvons également dire que plusieurs armes ont été prises sur la propriété de Meki et il existe un lien préliminaire établi par notre Nibin avec l'une des armes qui la relie aux homicides. Voici les dernières informations des autorités sur les meurtres brutaux du dentiste de l'Ohio, Spencer Tepi, et de sa femme Monique, qui ont bouleversé la nation. Malgré tout, de nombreuses questions subsistent et des théories circulent sur l'ex-mari de Monique, Michael Moki, actuellement détenu pour leur meurtre. Quel était le mobile, les preuves, les défenses, surtout après la révélation d'un nouveau détail clé sur le passé de Moki? Nous explorons toutes ces questions et théories avec le célèbre avocat de la défense pénale, Brian McMonagle. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Maintenant, très rapidement, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, si vous êtes dans le domaine de la création de contenu, vous vous demandez peut-être comment nous publions autant d'extraits sur ces histoires aussi rapidement. Nous utilisons quelque chose qui s'appelle Opus Clip, d'accord? C'est un éditeur intelligence artificielle tout en un qui rend très facile la découpe, la création et le téléchargement de vidéos sur n'importe quelle plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Opus Clip génère des plans de coupe, recadre les séquences et nettoie même l'audio. Et c'est tellement facile, il suffit de se rendre sur Opus Pro/sidebar. Inscrivez-vous, téléchargez et obtenez en minutes des clips montés, prêts pour TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip est votre solution tout en un. Opus Clip permet à nos producteurs de vous fournir rapidement des mises à jour virales sur les audiences au tribunal. C'est l'outil idéal pour partager des idées et progresser comme un pro. Rendez-vous sur Opus Pro/sidebar pour une semaine gratuite et 50 de réduction. Parlons d'une affaire étrange. Un chirurgien vasculaire accusé d'avoir tué son ex-femme et son mari jusque dans l'Ohio. Et pourquoi cet ex? Presque 9 ans, puis il serait retourné dans l'Illinois et s'est fait arrêter. Sidebar s'occupe maintenant du meurtre du dentiste Spencer TP, 37 ans, et de sa femme Monique, 39 ans. Michael David Meki, 39 ans, est l'homme derrière tout cela, inculpé de 2 chefs d'accusation aggravés de meurtre. Ici, les autorités affirment que ces meurtres étaient prémédités et planifiés. Nous parlons ici de préméditation, et c'est très intéressant parce que, qu'ont les autorités? Qu'est-ce qui fait croire au procureur que c'était prémédité, peut-être même planifié? Ils n'ont rien révélé de significatif, ce qui est intéressant. De nombreux aspects juridiques restent flous. Il y a des questions de mobile, de défense, de preuves, ainsi que de nombreuses théories et spéculations. C'est ce dont je veux parler. Avant cela, nous avons eu une conférence de presse aujourd'hui à Columbus, Ohio, où les autorités ont évoqué les dernières avancées de l'enquête. Donc en plus d'avoir apparemment récupéré des armes à feu chez Maki, ils ont aussi déclaré ceci. Nous pensons actuellement détenir en garde à vue l'auteur des meurtres de Monique et Spencer Tepe, Michael McKee. L'enquête est toujours en cours. Les détectives analysent preuves, témoignages et vidéos. Nous ne pouvons pas parler de tous les détails spécifiques liés à cette affaire, car nous ne voulons pas compromettre l'objectif final de la condamnation. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agissait d'une attaque ciblée, d'une attaque liée à la violence domestique. Comme nous le savons, Meki est l'ex-mari de Monique Tepp. Peu d'informations sont disponibles. On sait que le 30 décembre, les TEP ont été retrouvés morts par balle chez eux à Columbus, Ohio. Aucun signe d'effraction n'a été constaté, ce qui peut être significatif. Aucune arme à feu n'a été retrouvée à l'époque. Cependant, d'après la conférence de presse, il semble que plusieurs armes aient été récupérées sur la propriété de Maki. Et il y a apparemment eu la récupération de cette arme liée à l'homicide. Est-ce bien l'arme du crime? Sur quoi la police s'est-elle basée? Au début, une vidéo de surveillance montre une personne en sweat à capuche sombre marchant dans une ruelle près de la maison entre 2 heures et 5 heures du matin. La police estime que le meurtre s'est produit vers 4 heures du matin. Les tépines n'ont été découverts qu'à 10 heures à l'arrivée de la police. Après que Spencer ne se soit pas présenté au travail, selon les rapports de police, Spencer a reçu plusieurs balles, tandis que Monique a été touchée au moins une fois à la poitrine. Je pense que cela en dit long. Leurs enfants ont été retrouvés indemnes dans la maison. Mais pouvez-vous imaginer? Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera leur vie à l'avenir? Maintenant, nous devons parler de la pièce maîtresse des preuves dont nous disposons jusqu'à présent. D'accord, c'est vraiment la principale preuve que nous connaissons concernant la voiture. C'est essentiel. Selon une déclaration sous serment de cause probable déposée dans cette affaire. Je cite, au cours de l'enquête qui a suivi, les détectives ont pu identifier un suspect grâce à la vidéosurveillance du quartier.
Ce suspect a été suivi jusqu'à un véhicule qui est arrivé juste avant les homicides et est reparti peu de temps après les homicides. Les détectives ont identifié ce véhicule et l'ont lié à Michael Mackey. Les détectives ont localisé le véhicule à Rockford, dans l'Illinois, et ont trouvé des preuves que Mackey était en possession du véhicule avant et après les homicides. Mackey, qui travaillait à l'OSF Saint Anthony Medical Center à Rockford et avait un appartement à Chicago, a comparu devant le tribunal cette semaine. C'était dans l'Illinois qu'il a été arrêté. Il n'a pas contesté son extradition vers l'Ohio. Il aurait pu engager des recours juridiques, mais de nombreux experts diront: pourquoi se battre? Pourquoi perdre du temps? Revenez contester les accusations et demandez une libération sous caution si possible. Son avocat prévoit de plaider non coupable à son retour dans l'Ohio. Mais la question principale reste: pourquoi? Si les allégations sont vraies, quelle est la motivation après tout ce temps, après le divorce, après la séparation? Quelles sont les preuves contre lui? Hormis la voiture, quelle défense possible? Les dossiers montrent que Monique et Maki se sont mariés en 2015, mais elle a demandé le divorce 2 ans après. Apparemment, il a déménagé dans différents États depuis 2020 avant de s'installer dans l'Illinois. C'est étrange. ABC, CIS, a obtenu le dossier de divorce et il indique apparemment que le divorce, qui, soit dit en passant, aurait été à l'amiable, a été prononcé pour incompatibilité. C'est intéressant car dans une vidéo de mariage entre Monique et Spencer obtenue par le média, elle dit dans ses vœux: j'ai fait tout un parcours pour arriver jusqu'à toi. Tant de rendez-vous ratés sur Bumble, de mauvaises relations et beaucoup de larmes. La voisine de Monkey, Gara Lynn, colérique, a déclaré à WLS-TV qu'il ne semblait pas capable de faire une telle chose. J'ai discuté avec cet homme à la piscine autour d'un barbecue, appréciant la journée avant d'apprendre qu'il était meurtrier. C'est choquant. Selon le New York Post, la famille TP s'attendait à l'arrestation de Monkey. C'est ce qu'un parent anonyme aurait apparemment déclaré au Daily Mail. Je cite: ce n'était absolument un choc pour personne. Nous nous y attendions tous, mais nous ne le disions pas parce que nous ne voulions pas compromettre l'enquête. Ma collègue Anginette Lévy de Crime Fix a interviewé le beau-frère de Spencer et Monique et écouté attentivement ses propos sur les soupçons éventuels concernant Mackie. Dès que cela s'est produit, d'après ce que j'entends de votre part, il semble que vous avez tous pensé immédiatement que c'était le docteur Mackey, que c'était lui. La famille a-t-elle clairement dit aux forces de l'ordre et aux détectives d'aller absolument parler à cet homme? Oui, absolument. Et pas seulement la famille que je connais, des amis, d'anciens collègues de Monique. Beaucoup de gens étaient au courant, mais elle ne l'était pas. Et ce que j'aimais vraiment chez Monique, c'est qu'elle n'était pas timide pour parler de ses expériences. Je pense que c'était peut-être une forme de thérapie pour elle. Je n'imagine pas combien de témoignages les ont menés à lui pour nous. Nous avons rencontré Monique en 2018 lorsque Spencer nous l'a présentée pour la première fois, mais nous étions assez certains simplement à cause de ce que Monique nous avait raconté, de ses histoires. Elle l'appelait juste son ex-mari, jamais par son nom. Et à quel point il était un monstre, pour être honnête. Et vous savez, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour se sortir de cette situation. Puis elle a rencontré Spencer et a vécu une vie très heureuse. Aussi, je devrais vous dire, lors de la conférence de presse aujourd'hui, les autorités ont annoncé qu'elles n'avaient reçu aucun signalement de maltraitance concernant Monique et Mucky. Certaines informations de l'enquête ne peuvent pas être partagées pour l'instant. La question clé est: y a-t-il eu des communications, y a-t-il eu des actions de la part de l'accusé avant cela? A-t-il essayé de les contacter ou exprimer une opinion sur Monique et Spencer? Cette question sera aussi importante dans l'affaire. Je vais dire ceci. C'est une nouvelle information que nous avons apprise en réfléchissant à ce qui se passait peut-être dans la vie de Monkey. Le magazine People indique qu'il était poursuivi pour faute professionnelle après une opération ratée à Las Vegas, où un cathéter d'environ 23 cm se serait brisé dans la jambe d'un patient. Tu sais ce qui est étrange à ce sujet? Après que la plainte a été déposée contre lui en septembre 2025, ou du moins qu'il a été ajouté à la plainte, il y a eu une tentative de lui signifier la plainte. Selon une discussion avec un collègue, Moki semblait introuvable. Il aurait disparu. Je veux aussi ajouter ceci. D'après le Columbus Dispatch, il ne semble pas y avoir d'antécédents de mesures disciplinaires ou de sanctions concernant la licence médicale de Maki. Il ne semble pas avoir de casier judiciaire,
Apparemment, il a eu un permis de chasse à un moment donné dans l'Ohio. Nous attendons la comparution de Mackey devant le tribunal du comté de Franklin pour meurtre. Les preuves devront être examinées par un grand jury pour une mise en accusation formelle. Nous devons discuter des théories sur le mobile, la défense, les preuves et les spéculations. Je veux en parler maintenant et inviter un ami de l'émission. Nous ne l'avons pas vu depuis un moment. Avocat pénaliste renommé, Brian J. McMonagle du cabinet McMonagle, Perry, McHugh, Meshach et Davis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Brian. C'est vraiment un plaisir de te voir. C'est une affaire énorme, c'est une affaire énorme. Je veux dire, d'abord, je dois demander, pourquoi les autorités ont-elles si peu parlé des preuves? Je veux dire, même aujourd'hui, ils ont confirmé que Mucky est la personne sur les images de vidéosurveillance. Il me semble que la seule preuve définitive qu'il pourrait avoir, c'est peut-être les images de vidéosurveillance. La voiture dont nous allons parler, ils annoncent avoir retrouvé une arme liée aux homicides. Pourquoi ne révèlent-ils pas plus de preuves pour l'instant? Je me suis posé la même question. Quand j'ai examiné l'affidavit de cause probable justifiant son arrestation, il n'y avait aucun fait qui suggérait qu'il y avait suffisamment de preuves pour soutenir une accusation. Très souvent, c'est parce qu'un grand jury va être mis en place et qu'ils essayent de garder ces informations secrètes. Parfois, ils veulent que seules des informations connues du tueur soient divulguées pour faciliter un éventuel interrogatoire ou parce que l'enquête suit son cours. Ils n'ont peut-être pas encore d'acide désoxyribonucléique ni d'empreinte digitale. Ils n'ont peut-être pas encore effectué le type de recherche et d'enquête qu'ils devront mener dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est une bonne question. Je veux dire, d'habitude, ils vont vous dire, écoutez, on a la preuve irréfutable, on a la vidéo, et là, il semble qu'ils peuvent le placer sur les lieux. Et c'est à peu près tout. J'y reviendrai dans une minute. Je dois dire qu'ils ont requalifié cela en meurtre aggravé. Donc, vous dites qu'en vertu de la loi de l'Ohio, préméditation et planification, vous dites que c'était prémédité, vous dites que c'était planifié. Pour moi, il t'en est d'obtenir la prison à vie sans libération conditionnelle, il me semble. À première vue, quelqu'un arrive à cette maison sans effraction apparente, tue les victimes, puis repart. Oui, en soi, je pourrais dire, oui, cela montre une préméditation. Ou bien ont-ils autre chose? Des preuves de planification, des preuves de préméditation, des preuves qu'il savait qu'il allait faire ce voyage ou qu'il planifiait ce voyage. Si les preuves qu'ils n'ont pas encore révélées sont vraies, cela soutiendrait l'accusation de meurtre aggravé. Cela soutiendrait la préméditation et la planification. Je pense qu'ils ont autre chose. Je peux vous le garantir. Vous savez, ce qu'ils ont fait et qu'ils font probablement encore, c'est passer au crible les relevés téléphoniques. Ils recherchent des messages et des preuves téléphoniques appuyant leurs conclusions sur le mobile. Ils vont localiser son téléphone, vous voyez? Ils vont vérifier toutes les informations de ses antennes relais pour voir combien de temps il est resté à Columbus ce jour-là et s'il y était allé les jours précédents pour surveiller la zone. Et tout ça sera sur son téléphone. Je peux garantir que cette affaire sera entièrement basée sur des preuves circonstancielles, mais ce seront des preuves circonstancielles. Cela pourrait être une guillotine pour lui si cela apporte les preuves de mobile qui auraient conduit à cette tragédie. Pensez-vous qu'il existe des activités en ligne, messages, discussions ou réseaux sociaux pour suivre ses mouvements, mais aussi pour voir s'il a eu une quelconque communication avec Monique, vous savez, son ex-femme, une quelconque communication la concernant? Parce que c'est une grande question, n'est-ce pas? Comme après leur divorce et qu'il était sorti de leur vie. Je me demande s'il y avait un lien entre lui et les tipis dans les jours, semaines ou mois précédents. Ils examinent clairement cela et je suppose qu'ils ont ces informations. Et si ce n'est pas le cas, alors ce qu'ils feront, c'est qu'ils s'intéresseront à lui. Y a-t-il eu une détérioration de son esprit? Est-il tombé en dépression? Ils parleront aux gens autour de lui, ils l'ont probablement déjà fait. Pourquoi, après 7 ou 8 ans de divorce, y a-t-il soudainement une telle colère et animosité qui mènerait à ce meurtre atroce? Et je suppose que vous savez, comme je l'ai dit auparavant, ce genre de comportement conduit généralement à des situations où les forces de l'ordre n'auront pas de mal à le retrouver. Vous savez, il avait une voiture, il l'a amené là-bas, il est retourné dans l'Ohio. Quoi qu'il ait pensé, quoi qu'il ait eu en tête, ce n'était pas du tout réfléchi. Je parie qu'il n'y aura pas beaucoup d'indices. Sur son téléphone ou ordinateur, il a peut-être cherché sur Google. Que recherchait-il?
A-t-il récemment acheté une arme? Depuis combien de temps avait-il cette arme? Ils ont probablement déjà comparé le calibre à toute arme qu'il possédait à ce moment-là. Ce sera encore une affaire fondée surtout sur des preuves circonstancielles menées par le bureau du procureur du comté de Franklin, très compétent. C'est possible, si les accusations sont fondées, on peut attaquer un ex-conjoint 1 mois ou 8 ans après un divorce. Parfois, cela laisse des traces, parfois on ignore ce que pense quelqu'un. C'est pourquoi les procureurs n'ont pas à prouver le mobile. Cela aide à raconter l'histoire, mais la grande question reste le pourquoi. C'est très étrange. Et quand vous entendez des témoignages de membres de la famille, où vous savez, vous avez au moins ce récit du beau-frère. Et puis certains rapports sur ce que la famille en général aurait pu savoir, que ce n'était pas inattendu, que Maki aurait pu être responsable, que Maki allait être arrêté. J'imagine que la famille est profondément impliquée dans cette enquête et qu'elle est interrogée par les autorités. Il savait depuis le début, c'est ce que cela suggérait. Ce n'était pas une effraction. Pourquoi alors cet assassinat? Et la famille, dès le début, devait pointer du doigt dans sa direction. Quelle est son explication pour sa présence là-bas la nuit du meurtre, dans une ville où il n'habite pas, puis pour être reparti tout de suite après? Donc, vous savez, il y a beaucoup de problèmes qu'il va devoir résoudre et son équipe de défense va devoir résoudre. Je pense que vous avez raison, la famille a rapidement orienté les forces de l'ordre dans cette direction. Pas d'effraction, donc. Cela signifie-t-il qu'il a été invité et qu'il n'y a pas eu de conflit initial? Les Tépis attendaient-ils sa venue ou l'ont-ils invité en le voyant arriver? Parce que ce serait très différent si quelqu'un avait brisé une fenêtre ou forcé la porte. Pas d'effraction. Cela va-t-il compliquer la tâche des procureurs ou aider la défense? Expliquez-moi. Je pense que cela aide les procureurs, car sans effraction, pourquoi laisser entrer quelqu'un? C'est un ami, enfin ici, un ex-mari. Que fais-tu là? Est-ce qu'il tire dès qu'il entre? Donc l'absence d'effraction dès le début m'a indiqué qu'il cherchait tout de suite quelqu'un que lui ou elle connaissait. Est-ce un ancien conjoint, un amant, quelqu'un qui pourrait faire l'impensable ici? L'absence d'effraction avantage bien plus l'accusation que la défense, je vous l'assure. Et c'est encore très tôt dans cette enquête. Mais on se demande s'il y a un aveu. Je suis bien entré chez eux, puis un débat a eu lieu sur les faits dans la maison et les preuves possibles. Ça va être intéressant. Je veux vraiment examiner les preuves que nous semblons avoir. Tu as parlé de comment? Il n'y a pas beaucoup de détails concernant les images de surveillance ou la façon dont ils ont pu suivre la voiture jusqu'à Ham et la ramener jusqu'à Rockford, dans l'Illinois. Mais si c'est bien la même voiture et qu'elle était là pendant cette période critique, puis qu'elle se retrouve ensuite dans l'Illinois, et qu'il la relient à lui. Je veux dire, j'imagine quelles sont les façons dont la défense peut attaquer ce genre de preuves, parce que ça semble assez solide. Oui, c'est un casse-tête pour eux et je suppose qu'il n'y a probablement pas d'identification réelle à partir de la vidéo que j'ai vue. Donc, ils vont attaquer l'identification, ils vont attaquer le fait qu'il n'y a pas de vraies preuves que lui-même conduisait la voiture ou que lui-même soit jamais entré dans la maison. Ils vont attaquer l'absence d'acide désoxyribonucléique, s'il y a une absence d'acide désoxyribonucléique, et je suis sûr qu'ils ont fouillé toute la maison pour essayer de trouver de l'acide désoxyribonucléique. Ils vont examiner la voiture pour chercher de l'acide désoxyribonucléique. Que fera la défense? On se rappelle qu'au début du procès Simpson, il semblait impossible qu'il gagne. Je ne dis pas qu'il aura la Dream Team pour le défendre, mais ils vont analyser l'acide désoxyribonucléique et l'absence de preuves qu'il était dans la maison. Être là et se trouver à proximité générale de la maison ne suffit pas pour obtenir une condamnation. A-t-il encore fait des déclarations? Ils vont examiner ce téléphone et pourront le localiser. A-t-il été assez malin pour laisser son téléphone chez lui en partant? Parce que s'il ne l'a pas fait, ce téléphone le suit à chaque pas. Je crois que, comme tu l'as dit, Jess, il cherche des preuves de mobile. Pourquoi a-t-il fait ça après tant d'années? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Y a-t-il eu un problème ou une dispute? Quelque chose s'est-il passé à son travail? A-t-il perdu ou était-il en train de perdre son emploi? Cela l'a-t-il conduit dans un lieu sombre? Il faudra répondre à ces questions. Sans réponse, la défense affirmera encore qu'il s'agit d'une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Ne me dis pas qu'il était à Columbus, dis-moi plus. Pensez-vous que les autorités le savent déjà?
Elles n'aborderont pas le mobile à ce stade de l'enquête. Vous avez clairement expliqué pourquoi ils ne veulent en aucun cas compromettre l'enquête, surtout s'il n'y a pas encore d'inculpation par un grand jury. Pensez-vous qu'ils ont une idée du mobile ici et vous parlez de la recherche de celui-ci? Il est important pour les procureurs de raconter cette histoire aux jurés. Sent, Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de prouver le mobile, mais les jurés veulent un mobile. croyez-moi. Ils veulent un mobile. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais rencontré un jury qui ne voulait pas de mobile, surtout dans une affaire de meurtre. Je pense qu'ils savent, ils auraient non pas inculpé ce gars s'ils n'avaient que la voiture. Vous avez évoqué une arme, c'est crucial, surtout s'ils peuvent en avoir une, si elle correspond au calibre de ce qu'ils ont retiré du corps ou à l'une des balles qu'ils ont trouvées sur les lieux. Là, c'est un jeu qui correspond. Si vous avez cela, j'ignore s'ils l'ont, mais s'ils prouvent qu'il a récemment acheté ou possède une arme du même calibre, et il est là et il n'y a pas eu d'effraction. Vous avez un chemin difficile devant vous. Qu'en est-il de ses rapports sur sa vie en dehors de ses voyages dans plusieurs États? Encore une fois, aucun casier judiciaire ni mesure disciplinaire sur sa licence médicale, comme dit. Les autorités ont déclaré plus tôt qu'il n'y avait eu aucun signalement de violence entre lui et Monique, mais il faisait apparemment face à ce procès pour faute professionnelle médicale. Ajouté au procès en septembre, on tente de comprendre le suspect et les faits. Il reste présumé innocent. Mais dans quelle mesure cela sera-t-il pertinent? Dans quelle mesure cela fera-t-il partie de cette histoire? Dans quelle mesure cela sera-t-il pris en compte lors d'un éventuel procès? Oui, je pense que c'est énorme. Il faudra expliquer le mobile et ce qui l'a conduit dans cet endroit sombre. Et rien qu'en regardant certaines des images que j'ai vues, en ce qui concerne son attitude, etc., ils le présenteront comme un homme brisé par sa vie, déprimé par ses échecs et son absence de succès. Voilà ce qu'il vivait. Et qu'à un moment donné, il a attribué tout cela à elle et que c'était son mobile. Si j'étais procureur en ce moment, c'est exactement là où je veux en venir. Cela a provoqué la rupture de l'arc, et quand l'arc se brise, on fait des choses qui sont incompréhensibles. Et je suppose que c'est la direction qu'ils vont prendre. Je pense aussi, uniquement d'après les informations rapportées, à la blessure de ces deux personnes. Il aurait été touché plusieurs fois par balle et elle en plein thorax. Cela compte-t-il? Ces blessures révèlent une partie de l'histoire et suggèrent un possible auteur. Pas forcément. Cela ne vous dit pas forcément qui l'a fait, mais cela vous indique que hum, l'une de deux choses. Soit le tireur voulait que les deux soient morts, soit quelqu'un a essayé de venir en aide à quelqu'un pendant le meurtre et s'est fait tuer lui-même. Vous savez, ils ne vont pas vraiment s'en soucier parce que vous savez qu'il ait voulu les tuer tous les deux ou qu'il ait voulu en tuer un et que l'autre se soit interposé ou ait essayé de la sauver ou qu'elle ait essayé de le sauver. Quoi qu'il en soit, s'ils peuvent le placer dans cette résidence, s'ils peuvent relier une arme à feu à lui et s'ils peuvent accumuler suffisamment de preuves circonstancielles concernant le mobile, ce sera une affaire très difficile à gagner pour lui. Je pense que tu as raison. Cela montre l'intention de tuer, la position des balles et des blessures. C'est la clé ici, j'imagine, dans l'Ohio. Et je crois qu'ils ont une procédure d'audience préliminaire où l'accusation doit présenter les preuves qu'elle estime suffisantes pour démontrer qu'il existe des motifs raisonnables pour soutenir les accusations. Une audience préliminaire est nécessaire pour avancer vers un procès, non? Le moment où nous apprenons beaucoup plus d'informations sur l'affaire, où nous découvrons beaucoup plus de choses sur les preuves dans une affaire, Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si c'est une norme de preuve prima facie, ils vont certainement présenter des preuves maintenant. En Ohio, on utilise le grand jury. Donc, après une mise en accusation par celui-ci, il n'y a parfois pas d'audience préliminaire. Dans de nombreux États, avec une mise en accusation par grand jury, contrairement à la Pennsylvanie, il n'y a pas d'audience préliminaire. Ils disent, écoutez, un grand jury vous a mis en accusation, vous allez être jugé, et ils remettront les transcriptions du grand jury, vous aurez accès à la communication des pièces et vous recevrez les preuves. Si un grand jury les accuse, je ne suis pas certain. Je vais vérifier si l'Ohio exige une audience préliminaire. Mais tu as raison, c'est la première chance de tester les preuves, c'est ta première chance de les contre-interroger et d'examiner leurs preuves. Brian McMonagle, merci d'avoir pris le temps. L'affaire évolue vite et nous recevons les informations au fur et à mesure. Et j'apprécie vraiment que tu viennes toujours nous expliquer tout cela. Merci beaucoup.
C'est un plaisir, ça fait plaisir de te voir. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.